Mesdames et messieurs, chers collègues, les chers amis, je souhaiterais tout d'abord féliciter avec beaucoup de chaleur vraiment et beaucoup d'enthousiasme l'EPE, la FEP ainsi que le MEDEF pour cette initiative importante, Act for Nature, que nous célébrons ce soir, ainsi que tous les signataires de cette charte importante qui s'engage ce soir sur le thème fondamental de la biodiversité et auquel je suis d'ailleurs désolée de tourner le dos. Donc l'IBES, dont je suis la secrétaire exécutive, est la plateforme intergouvernementale sciences politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et elle réalise des évaluations de l'état des connaissances scientifiques en réponse aux demandes des gouvernements ainsi qu'en réponse aux demandes de la société civile. Le travail de l'IBES sur la biodiversité s'apparente à celui du GIEC ou IPCC sur le climat. On dit souvent que l'IBES est le GIEC de la biodiversité, pour faire plus court. Un détail près, c'est que l'IBES a commencé ses travaux il y a 4 ans, donc l'année prochaine, ce sera notre 5e année, alors que l'IPCC célèbre cette année même ses 30 ans, en espérant qu'il ne nous faudra pas 25 ans de plus pour arriver au même succès que l'IPCC. Alors, il y a quelques mois, à Medellín, en Colombie, l'IBES a tenu son assemblée plénière, donc composée des 130 gouvernements qui, pour l'instant, forment donc cette assemblée plénière. Et cette plénière a approuvé 5 rapports scientifiques, dont 4 qui couvrent l'ensemble de la planète et qui ont été des évaluations de la biodiversité des services écosystémiques en Afrique, en Europe et Asie centrale, dans les Amériques, ainsi qu'en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu'une 5e étude, un 5e rapport sur la dégradation et la restauration des terres. Ces rapports faisaient suite au premier rapport de l'IBES qui avait été diffusé et approuvé par les gouvernements en 2016, que vous connaissez peut-être, sur l'état des pollinisateurs et la production alimentaire. On a parlé tout à l'heure des abeilles, on va en reparler. Donc ces évaluations, les 5 qui ont été approuvées en Colombie, ont mobilisé environ 600 chercheurs parmi les meilleurs au monde qui ont travaillé à titre bénévole pendant 3 ans. Ils ont examiné l'état des connaissances, environ 15 000 publications scientifiques. Ces rapports ont également fait l'objet de différents cycles de revues, puisque l'IBES fonctionne de la même manière que le GIEC, avec en particulier des cycles de revues par les pairs pour pouvoir améliorer la qualité scientifique et la crédibilité de l'IBES, et puis en fin de cycle, une revue par les gouvernements du résumé à l'intention des décideurs afin d'accroître la pertinence politique et plus tard l'utilisation de ces rapports. Ces évaluations ont fourni une liste de messages clés assortis de nombreux chiffres. Et j'aimerais partager aujourd'hui avec vous 5 grandes de ces conclusions. La première, ça a également été mis en évidence dans la petite introduction un peu plus tôt, les rapports ont mis en évidence dans toutes les régions des baisses alarmantes de biodiversité. Et juste pour citer quelques exemples, en particulier dans la région dans laquelle nous nous trouvons, qui pour l'IBES fait partie de la région Europe et Asie centrale, la taille des populations d'oiseaux observées dans les milieux agricoles a diminué de près de 60% entre 1980 et 2013. En milieu d'eau douce, la surface des zones humides a diminué de moitié depuis 1970. Et pour ce qui concerne les milieux marins, seulement 7% de nos espèces sont dans un état de conservation satisfaisant. Dans les Amériques du Nord et du Sud combinées, pour citer une autre région, un quart des 14 000 espèces qui font l'objet d'un suivi par l'IUCN sont menacées. Et au niveau global, le rapport de l'IBES sur les pollinisateurs avait montré que plus de 40% des espèces d'abeilles étaient menacées. On en a déjà parlé tout à l'heure. Deuxièmement, les rapports ont illustré l'impact de ce déclin sur les activités humaines, sur le bien-être humain, ainsi que sur les activités économiques. Pour prendre un exemple tiré du rapport de l'IBES sur les pollinisateurs,
une production agricole d'une valeur comprise entre environ 230 à 750 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale est directement attribuable à la pollinisation animale. Et plus des 3/4 des cultures vivrières dans le monde dépendent de la pollinisation animale, soit pour leur rendement, soit pour leur qualité. On pense par exemple au café ou au cacao qui ont absolument besoin de la pollinisation pour pouvoir avoir des graines qu'on consomme ensuite et qu'on récolte. Donc, troisièmement, les rapports ont confirmé, en apportant évidemment à chaque fois de nouveaux chiffres, que les principales causes de ce déclin, mais on le savait déjà, sont la dégradation des terres, le changement climatique, et ce de plus en plus, ainsi que la surexploitation des ressources marines ainsi que terrestres, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Quatrième point, les rapports ont démontré des interdépendances de plus en plus fortes entre les grandes régions du monde. Par exemple, les 28 États membres de l'Union européenne sont par exemple responsables de 10% de la déforestation annuelle dans le monde et contribuent à l'épuisement des ressources marines en dehors de l'Europe centrale et occidentale qui, elle, fait l'objet de certaines protections. Et enfin, cinquièmement, et sur une note plus optimiste, les évaluations ont également mis en évidence un certain nombre d'instruments et de politiques qui, lorsqu'elles sont mises en place à temps, permettent d'enrayer ce déclin. On a en particulier décrit de nombreux projets de restauration de par le monde, en particulier dans les milieux d'eau douce, dans les Amériques, l'amélioration de certaines pratiques de pêche, l'établissement d'aires marines protégées, ainsi que la réduction de l'eutrophisation des rivières ont conduit à une augmentation de certains stocks de poissons en mer du Nord. Et puis on assiste, peut-être de manière plus emblématique, mais néanmoins très importante, au retour de certains mammifères emblématiques, comme par exemple le lynx ibérique dans le sud de l'Espagne, en Europe, ou encore le bison européen dans certains pays de l'Europe de l'Est, qui ont fait l'objet de mesures de conservation dédiées qui fonctionnent. Alors, pour nous amener au thème d'aujourd'hui, encore plus, pourquoi les entreprises devraient-elles se soucier de ces questions de biodiversité? Alors, on peut avancer 3 raisons essentielles. Les entreprises ont intérêt à se soucier de la biodiversité pour des raisons économiques, évidemment, tout d'abord, des raisons de compétitivité. La disparition de la biodiversité affecte la formation des sols, la régulation des catastrophes naturelles, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et peut ainsi compromettre à moyen ou à long terme certaines activités, en particulier celles du secteur agricole ou de la foresterie, mais aussi de manière plus générale nuire à la pérennité des activités industrielles en général. Deuxièmement, les entreprises ont intérêt à se soucier de la biodiversité pour des raisons économiques découlant cette fois-ci des choix des consommateurs. Comme on le voit de plus en plus, à mesure que les espèces disparaissent, la biodiversité va devenir un enjeu incontournable, de la même manière que le changement climatique l'est devenu aujourd'hui. Et les citoyens effectueront des choix de consommation liés à cet impact, écartant les entreprises dont les activités seraient soit responsables, soit ne prenant pas en compte et n'essayant pas de remédier aux pertes qu'elles auraient causées. Et enfin, troisièmement, et peut-être de manière plus importante, les entreprises s'intéressent à la biodiversité pour des raisons éthiques, bien sûr, en tant qu'acteurs responsables ayant un rôle moteur à jouer dans cet autre grand enjeu environnemental que représente la perte de la biodiversité, et ce, comme on l'a dit, d'autant plus que leurs activités peuvent être à l'origine de cette perte, que ce soit donc de manière directe, on pense au secteur agricole, industriel, ou même de manière indirecte, et je pense notamment au secteur financier, qui, par sa capacité à orienter les choix d'investissement, dispose également d'un formidable atout pour aider à préserver la biodiversité. Donc, la prise en compte de la biodiversité offre donc de nombreux avantages aux entreprises,
que ce soit en termes de préservation des ressources et matières premières nécessaires à leurs activités, d'optimisation de leur chaîne de valeur, d'obtention de permis d'opérer, d'atouts concurrentiels ou d'amélioration de leur réputation. Alors, dans les 2 prochaines années, 2019 et 2020, les projecteurs vont être braqués sur la biodiversité, puisque en Chine, en 2020, se tiendra la COP 15, qui certainement, selon toute vraisemblance, va conclure à l'échec des 20 objectifs de Aichi pour 2020 et discuter de l'après-2020. Dans cette perspective importante, internationale, ce grand rendez-vous, la France accueillera en particulier l'Assemblée plénière de l'IBES au mois de mai prochain à l'UNESCO. Et cette plénière de l'IBES sera particulièrement importante puisqu'elle approuvera l'évaluation globale de la biodiversité et des services écosystémiques, première évaluation au niveau global depuis l'évaluation du millénaire en 2005, donc pratiquement 15 ans après cette dernière évaluation. Évaluation qui servira de base scientifique aux discussions au niveau international à la COP 15 pour le succès ou non, certainement non, des objectifs de Aichi, ainsi que pour l'après-2020. Donc la signature de cette charte par les entreprises aujourd'hui s'inscrit donc dans ce double contexte à la fois national et international et revêt donc une importance toute particulière. Et je souhaiterais, en renouvelant mes félicitations et pour conclure, vous indiquer que l'IBES est à l'écoute également, bien sûr, des besoins des entreprises souhaitant améliorer leurs impacts sur la biodiversité. Nous envisageons de travailler prochainement sur des thématiques qui pourraient concerner les entreprises, telles que les liens entre la biodiversité et l'eau, l'agriculture, l'énergie, la santé humaine, la nutrition ou la consommation responsable. Et j'aimerais donc émettre le souhait ici que certaines des entreprises représentées ici ce soir, qui s'engagent aujourd'hui à nos côtés, aux côtés de l'IBES, nous suggèrent d'ici la fin du mois de septembre, aux côtés des gouvernements, des thématiques nouvelles pour nos prochains rapports, afin que l'IBES et la communauté scientifique internationale puissent également accompagner les entreprises dans leur pleine mise en œuvre de cette importante charte de la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention.